Un vétéran noir critiqué pour avoir porté l'uniforme au tribunal? Son histoire émouvante bouleverse toute la salle. Le claquement sec du marteau du juge fut noyé sous les murmures qui parcoururent la salle d'audience, telle une marée montante. Tous les regards se tournèrent vers les lourdes portes en chêne qui s'ouvrirent en grinçant, et une silhouette qui coupa le souffle dans la salle entra. Un homme noir en uniforme militaire. Le tissu bleu foncé, repassé à la perfection, supportait le poids de rubans de combat, de médailles pour services distingués et d'un insigne d'infanterie de combat, brillant avec défi sous la fluorescence froide des plafonniers. Ses bottes, cirées mais usées, frappèrent le sol de marbre avec une stabilité qui trahissait la gravité de sa présence. Le major Leonard Briggs ne broncha pas, ne baissa pas la tête, n'offrit pas un seul regard d'excuse à la douzaine d'yeux qui le jugeaient avant même la reprise du procès. Il marchait avec cette autorité tranquille que seul pouvait exprimer un homme qui avait regardé la mort droit dans les yeux un nombre incalculable de fois et qui avait appris depuis longtemps à ne jamais cligner des yeux. À 52 ans, et portant un passé qui s'étendait des montagnes de Kandahar aux rues d'East Richmond, la présence de Léonard aurait dû imposer le respect. Au lieu de cela, elle fut accueillie avec suspicion, jugement chuchoté et mépris à peine contenu. Pour le public qui remplissait les bancs, Léonard n'était pas un héros de guerre. C'était un accusé, un homme accusé d'outrage au tribunal, d'entrave à la justice et, peut-être plus grave encore, d'avoir manqué de respect à un procureur fédéral. Il avait défié les convenances du système judiciaire, disait-il. Il avait franchi le pas. Mais ce qu'aucun d'eux ne vit, ce qu'ils refusèrent de voir, c'est que Leonard Briggs était entré dans cette salle d'audience non par arrogance, mais parce qu'il ne restait plus personne pour se battre pour le garçon que le système avait enterré. Il s'assit dans le fauteuil en cuir usé à côté de son avocat, un homme beaucoup plus jeune, vêtu d'un modeste costume gris, dont le silence avait plus de poids que les mots. Léonard ajusta les poignets de sa veste, sentant le métal froid de son étoile de bronze effleurer l'intérieur de son avant-bras. La salle d'audience était froide, plus froide que nécessaire, comme si le froid était censé maintenir les gens mal à l'aise, vigilants, soumis. Le juge qui présidait, Harold Pendleton, fixait déjà son banc du regard, tel un gardien observant un détenu refusant de s'agenouiller. Léonard soutint son regard sans ciller. 2 semaines plus tôt, Léonard se tenait devant ces mêmes murs, vêtu du même uniforme, tenant une copie du procès-verbal de condamnation de Marcus Daniels dans une main et une photo encadrée du jeune homme dans l'autre. Il s'était adressé à une petite foule rassemblée sur les marches du palais de justice, d'une voix posée, de mots posés. Marcus Daniels avait 17 ans, un élève brillant, calme, respectueux. Il travaillait le week-end à emballer des provisions pour aider sa mère célibataire à payer le loyer. Il n'avait jamais eu d'ennui, pas une seule fois, jusqu'à ce qu'un braquage dans un prêteur sur gage local fasse un blessé, et qu'une vidéo de surveillance granuleuse pointe sur le mauvais suspect. L'arrestation fut rapide. Le procès, encore plus rapide. Le juge Pendleton mena l'affaire à terme en un temps record, et le procureur Royce Wheeler ne s'attarda pas une seule fois sur les incohérences. Un seul témoin oculaire avait localisé Marcus sur les lieux, un témoin dont le témoignage contredisait sa propre déclaration initiale, mais qui avait néanmoins été versé au dossier. Pendant ce temps, les images de surveillance d'une station-service voisine qui aurait montré Marcus de l'autre côté de la ville au moment du braquage disparurent mystérieusement. Le bureau du procureur prétendit qu'elles étaient corrompues. Léonard avait déjà tenté de s'exprimer, mais ses inquiétudes furent rejetées comme spéculatives et provocatrices. Il connaissait Marcus depuis que le garçon avait 9 ans. La première fois qu'il l'avait vu, Marcus se tenait devant une épicerie, protégeant un chaton errant de la pluie avec son sac à dos en lambeaux. Léonard lui proposa de le raccompagner chez lui. Ce simple geste se transforma en séance de soutien scolaire hebdomadaire, en dîner de fête et, finalement, en un lien forgé par la confiance et le respect mutuel. Marcus admirait Léonard comme un fils admirerait son père,
non pas à cause de médailles ou d'uniformes, mais parce que Léonard s'était montré présent alors que personne d'autre ne l'avait fait. Il avait vu Marcus grandir, surmonter un retard de langage qui faisait de lui une cible pour les harceleurs à l'école primaire. Léonard s'était assis au fond des classes, veillant à ce que les professeurs ne le rejettent pas. Il avait aidé Marcus à répéter pour ses examens d'entrée au lycée, le questionnant sur le vocabulaire et le préalgèbre après le dîner le vendredi soir. Lorsque la lettre d'admission arriva, Marcus courut droit à la porte de Léonard, agitant l'enveloppe comme un trophée. Maintenant, ce même garçon était enfermé derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis, condamné à 25 ans de prison, comme si son avenir avait toujours été jetable. Léonard tenta d'abord les voies appropriées. Il saisit le tribunal. Il fit appel auprès du bureau du procureur. Il écrivit aux autorités municipales. Chaque lettre fut retournée ou ignorée. Chaque demande de rendez-vous refusée. Puis, il commença à creuser. Ce qu'il découvrit n'était pas seulement de l'incompétence, c'était un effacement délibéré, une tentative discrète et méthodique d'enterrer l'innocence de Marcus pour protéger quelqu'un d'autre. Le nom qu'il revenait sans cesse était celui d'Harrison Greer, le neveu du sénateur, qui présentait une ressemblance suspecte avec la silhouette floue de la vidéo du prêteur sur gage et qui, comme Léonard l'avait découvert, avait été interrogé et relâché le jour même du braquage, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Léonard savait que chuchoter ne suffirait pas. Alors, debout sur les marches du tribunal, il dit la vérité d'une voix qui résonna dans les rues de la ville comme un cri de guerre. Il nomma le procureur, il nomma le juge, il nomma le sénateur, et il nomma le mensonge. La réaction ne se fit pas attendre. 2 jours plus tard, il reçut une convocation au tribunal pour de multiples chefs d'accusation. La presse le dépeignit comme un vétéran mécontent, déséquilibré et instable. Le juge Pendleton le qualifia de menace pour l'intégrité judiciaire. Royce Wheeler le qualifia de justicier aux intentions personnelles. Mais Léonard s'en fichait. Il rangea son uniforme, cira ses bottes et entra dans la salle d'audience la tête haute. Assis à la table de la défense, il observait les jurés entrer. 12 citoyens triés sur le volet pour leur silence, leur neutralité et leur souplesse. Léonard étudia leur visage, notant ceux qui tressaillaient lorsqu'ils croisaient leurs regards et ceux qui détournaient complètement le regard. À leurs yeux, il aurait pu ressembler à un soldat sur le déclin, s'accrochant obstinément à des batailles qu'il valait mieux oublier. Mais il n'avait pas vu le garçon qu'il avait encadré enchaîné. Il n'avait pas vu le regard vide de Marcus le jour de la lecture du verdict. La voix du juge rompit le silence, annonçant les charges avec une précision mécanique. Le procureur se leva, redressa sa cravate et commença à énumérer les prétendus crimes de Léonard avec la cadence exagérée d'un homme convaincu de sa supériorité morale. Léonard ne réagit pas. Il avait appris depuis longtemps que le silence pouvait être plus fort que la rage. L'atmosphère de la salle d'audience s'épaississait à chaque mot prononcé contre lui, mais Léonard demeurait immobile. Il n'avait rien à prouver à ces hommes. La vérité n'était pas un outil à leur disposition, c'était un poids qu'ils avaient tenté d'enfouir sous la bureaucratie et la peur. Mais Léonard savait que la vérité ne pouvait rester enfouie éternellement. Elle brûlait, elle refait surface, et lorsqu'elle le faisait, elle exigeait d'être entendue. Il n'était pas là parce qu'il s'était emporté. Il était là parce qu'il refusait de perdre son âme. Ce procès n'était pas une question de règles ou de procédure. Il était question de contrôle, de pouvoir et des efforts désespérés que les hommes feraient pour le maintenir. Tandis que le procureur poursuivait, Léonard laissa ses pensées vagabonder un instant, non par des intérêts, mais par une confusion avivée par le souvenir. Il pensa à Marcus, assis dans le parloir froid du centre de détention du comté, les mains tremblantes, tandis qu'il disait à Léonard qu'il ne savait pas combien de temps il pourrait encore tenir. Il pensa à la mère de Marcus, qui cumulait 2 emplois et n'avait toujours pas les moyens de faire appel. Il pensait à chaque vétéran qui rentrait chez lui et se retrouvait à mener une guerre différente, une guerre contre l'injustice, déguisée en procédure, cachée derrière des robes et des marteaux.
La salle d'audience n'était pas assez grande pour contenir ce que Léonard emportait avec lui, ni les récits de guerre, ni les cicatrices, ni la vérité. Il ne s'agissait pas d'un uniforme ou d'une explosion de colère, il s'agissait d'un homme qui avait tout donné pour un pays qui le traitait encore comme s'il n'y avait pas sa place. Il était assis là, ses médailles accrochant la lumière, les yeux rivés sur le juge qui avait déjà pris sa décision. Mais Léonard ne broncha pas. Il avait combattu pour la liberté outre-mer. Maintenant, il la défendait chez lui. La guerre n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer. Le procès s'étendit sur des jours, chaque jour plus décousu et surréaliste que le précédent. Ce qui avait commencé comme une procédure fondée sur la promesse solennelle de justice se transforma peu à peu en un théâtre de manipulation, de retard et de sabotage discret. Chaque matin, Léonard Briggs arrivait ponctuellement, assis, le dos droit, le regard alerte, comme s'il montait la garde devant un lieu sacré. Mais dans la salle d'audience, quelque chose d'infect couvait sous la surface, une pourriture qui s'infiltrait dans chaque échange, chaque décision, chaque document manquant. Ben Carver, l'avocat commis d'office pour Léonard, était entré dans le procès avec un optimisme prudent. Jeune mais expérimenté pour son âge, Ben croyait encore au fondement du système judiciaire. Il savait que le système était imparfait, qu'il avait été bâti sur des inégalités et des déséquilibres de pouvoir. Mais il avait entrevu, fugaces et rares, le bon fonctionnement du système. Mais à présent, en observant les événements se dérouler sous ses yeux, cette lueur d'espoir commençait à s'estomper. Les témoins, qui avaient auparavant accepté de témoigner en faveur de Léonard, devenaient inexplicablement injoignables ou, une fois finalement retrouvés, invoquaient des pertes de mémoire sous serment. Les dossiers marqués comme pièces à conviction pour la défense disparaissaient tout simplement des armoires à preuves. Les requêtes déposées par Ben étaient rejetées avant même d'avoir été lues à voix haute. Et lorsqu'il soulevait des objections, le juge Pendleton les écartait avec le ton ennuyé d'un homme chassant une mouche. À huis clos, Léonard l'avait prévenu que cela arriverait. Il avait dit à Ben que le pouvoir ne craignait pas la vérité. Il l'étouffait lentement, avec de la paperasse, du protocole et juste assez de déni plausible pour garder les mains propres. Mais Ben n'avait pas imaginé que ce serait aussi flagrant, aussi froid. Les tactiques de l'accusation n'étaient pas astucieuses, elles étaient écrasantes. Et chaque jour, la défense perdait de son intensité, non pas en force, mais en oxygène, comme si le procès lui-même se déroulait à huis clos et que Léonard était le seul à savoir respirer. L'accusation, menée par le procureur Royce Wheeler, jouait un tout autre jeu. Avec ses boutons de manchette en argent et sa sincérité rodée, Wheeler s'adressa au jury avec un rythme calculé. Il décrivit Léonard comme un homme instable par une exposition militaire prolongée. Un ancien soldat qui avait confondu procédure judiciaire et terrain de combat. Il le qualifia d'agitateur politique, de manipulateur drapé dans son uniforme, grisé par l'influence qu'il avait acquise sur les marches du palais de justice. Ces mots visaient à briser la frontière entre courage et volatilité, à amener le jury à se demander si la résistance de Léonard relevait de l'héroïsme ou de l'illusion. Et pourtant, hors des murs de la salle d'audience, l'atmosphère avait changé. Le procès, retransmis en direct sur les chaînes locales et nationales, commença à attirer l'attention. Au début, le silence régnait. Quelques curieux et des dessinateurs du palais de justice immortalisaient l'image d'un homme en uniforme assis sous le marteau du pouvoir. Mais les questions ont commencé à surgir. Les spectateurs ont relevé des incohérences, ont remarqué le ton dédaigneux du juge, ont vu le récit de l'accusation s'effilocher. Les organisations d'anciens combattants en ont pris note. Des groupes de défense de la justice sociale ont diffusé des extraits en ligne. Et bientôt, des foules se sont rassemblées devant le palais de justice chaque matin, certains portant des drapeaux, d'autres des pancartes au nom de Marcus Daniels. Léonard ne les remarqua qu'en passant. Il ne s'autorisait pas le luxe de l'espoir, pas encore. Il se concentrait sur la salle d'audience, sur les frustrations silencieuses de Ben, sur la façon dont le jury évitait de croiser son regard. Mais il le sentait.
Quelque chose était en train de changer. Et puis, l'ordonnance est tombée. Juste avant le début des plaidoiries, l'accusation a déposé une requête demandant que Léonard soit interdit de porter son uniforme militaire au tribunal. La raison invoquée était une influence indue sur le jury, mais le sous-entendu était évident. La présence de Léonard, sa dignité, son histoire, il voulait qu'on les leur retire. Le juge Pendleton, sans hésitation, a approuvé la motion. Ben s'y est opposé, invoquant le service de Léonard et ses droits constitutionnels, mais le juge l'a écarté d'un geste de la main, comme si la discussion l'ennuyait. Ce soir-là, Léonard était assis tranquillement dans son appartement, son uniforme accroché près de la fenêtre où le clair de lune effleurait les boutons de cuivre. Il pensa aux hommes qui l'avaient enterré. 12 soldats sous ses ordres, chacun descendu en terre avec tous les honneurs, leurs cercueils drapés de drapeaux, s'estompant désormais dans l'esprit de ceux qui ne les avaient jamais connus. Il pensa à Marcus, encore un enfant à bien des égards, enfermé dans une cage fabriquée par quelqu'un d'autre. Puis, sans un mot, il se mit à repasser les plis de ses manches. Le lendemain matin, la tension était palpable dans la salle d'audience. La rumeur s'était répandue, d'abord parmi le personnel du tribunal, puis parmi la foule à l'extérieur, que Léonard prévoyait de défier l'ordonnance du juge. La salle se remplit plus vite que d'habitude. Les journalistes se pressaient dans tous les coins. Les caméras zoomèrent à l'ouverture des portes. Léonard entra, en uniforme. Son pas n'hésitait pas. Son regard n'exprimait aucune excuse. Sur sa poitrine, au-dessus de son cœur, il serrait un drapeau américain soigneusement plié, le même qu'il avait reçu aux funérailles du sergent David King, le dernier homme tombé sous son commandement. La salle se figea, un silence non pas de respect, mais de souffle retenu, incertain de ce qui allait suivre. Le marteau du juge Pendleton résonna comme un coup de canon, son visage rougit de fureur tandis qu'il exigeait le calme. Le procureur Wheeler se leva d'un bond, sa voix tranchant la tension, accusant Léonard d'avoir violé une ordonnance judiciaire directe, d'avoir tenté de manipuler le jury. Des huissiers s'avancèrent, mais Léonard ne bougea pas. Il n'éleva pas la voix. Il parle simplement, les mots posés et crus. Il avait enterré 12 hommes en Afghanistan qui comptaient sur lui pour leur leadership. Il ne portait pas l'uniforme par pitié. Il le portait parce qu'il le méritait, parce qu'il défendait un pays qui refusait désormais de défendre ses propres enfants. Personne ne savait comment réagir. La salle resta figée, suspendue sous le poids de sa vérité. Les huissiers hésitaient. L'un d'eux, plus âgé, avec un tatouage du corps des marines à peine visible sous sa manche, détourna le regard. Le jury s'agita sur ses sièges. Quelques-uns se penchèrent en avant, d'autres baissèrent les yeux. Mais quelque chose s'était fissuré. Cet après-midi-là, la fuite arriva. Une source anonyme, utilisant un canal crypté, transmit à plusieurs médias une copie numérisée d'une note interne. Le document, daté de 2 semaines avant la condamnation de Marcus Daniels, provenait du bureau du sénateur Wallace Greer. Il était adressé à un assistant de la commission judiciaire et contenait une phrase accablante: « Veillez à ce que le juge Pendleton accélère le processus de condamnation dans l'affaire numéro 4729 afin de préserver l'intégrité institutionnelle. » C'était le cas de Marcus. La note portait la signature numérique du sénateur, un horodatage et des directives hiérarchiques qui impliquaient bien plus qu'un simple assistant de bureau malhonnête. Elle révélait les rouages du théâtre judiciaire. La sentence n'avait jamais été une question de justice. Il s'agissait de préserver l'image, le contrôle, le pouvoir. Le soir, les marches du palais de justice étaient envahies de manifestants. Des vétérans en uniforme se tenaient côte à côte avec des lycéens et des mères portant des photos de leurs fils. La lueur des bougies vacillait dans le vent, les flammes projetant des ombres sur la façade de marbre, tels des témoins silencieux refusant d'être ignorés. Dans son appartement, Léonard était assis au bord de son lit, l'uniforme plié à côté de lui. Il ne souriait pas, il ne célébrait pas. Il savait que ce n'était pas la fin. La fuite serait contestée.
son authenticité mise en doute, sa source recherchée. Mais ce n'était qu'un début, une fissure dans le barrage. Et une fois la vérité révélée, elle ne retombait pas facilement dans l'obscurité. Il se laissa aller en arrière, les yeux rivés au plafond, se laissant retenir par le silence. La guerre avait changé, mais il se battait toujours. Pas pour des médailles, pas pour des drapeaux, mais pour le garçon qu'il appelait sa famille, et pour chaque enfant comme lui, pris dans une machine conçue non pas pour corriger, mais pour écraser. Demain, le tribunal reprendrait. Mais ce soir, quelque chose avait changé. La vérité avait parlé, et le pays avait enfin écouté. La défense, sur la vague d'indignation publique et la fuite dévastatrice du cabinet de la sénatrice Greer, demanda une suspension immédiate du procès pour une requête d'urgence. Ben Carver, l'avocat de Léonard, ressentit le poids du moment. Enfin, une lueur d'espoir, une fissure dans la façade. La note divulguée avait créé un tremblement de terre, et le soutien extérieur était indéniable. Mais le juge Pendleton, le visage toujours aussi impassible, refusa d'accéder à la requête. Sa décision fut rendue rapidement, sans même un instant de réflexion. Lorsque le marteau du juge s'abattit, Ben ressentit la douleur de la force implacable du système. Pourtant, il n'était pas à court d'idées. Il lui restait quelque chose dans sa poche, quelque chose que Léonard lui avait donné 2 semaines plus tôt. Ben l'avait gardé, au cas où, tout en espérant ne pas avoir besoin de l'utiliser. La clé USB. Il s'était demandé pendant des jours si le risque en valait la peine. La clé USB était arrivée avec un discret avertissement de Léonard, seulement si tout le reste échoue. Le contenu de la clé pouvait changer la donne. Mais si elle était présentée au tribunal, cela ouvrirait un monde de complications. C'était une vidéo, un simple enregistrement, mais qui pouvait prouver l'innocence de Marcus Daniels au-delà de tout doute raisonnable. Ben avait tenté de soumettre la vidéo plus tôt dans le procès, espérant faire éclater l'affaire, mais le greffier l'avait rejeté, prétextant que le fichier était corrompu. Ben savait pertinemment que ce n'était pas le cas. Il n'était pas corrompu. Il avait été supprimé. Mais maintenant, dans ce moment de désespoir croissant et face à la présence imminente des caméras, Ben sentait l'enjeu trop important pour le laisser filer. Il ouvrit son ordinateur portable, connecta la clé USB et, d'une voix égale qui démentait son pouls rapide, il appuya sur lecture. L'écran vacilla, et voilà Marcus debout devant son immeuble 3 semaines plus tôt. Il aidait sa grand-mère, une femme âgée qui se déplaçait d'un pas lent et posé, à monter dans un bus pour personnes âgées. L'horodatage de la vidéo était clair, l'heure exacte du vol qui aurait lié Marcus au crime. L'image était indéniable, un alibi visuel qui ne montrait Marcus nulle part sur les lieux du crime. La salle se tut. Ce n'était pas un silence ordinaire. C'était une inspiration collective. Des halètements se répandirent dans la foule comme une vague, se propageant à travers la salle d'audience. Au premier rang, la mère de Marcus, le visage pâle, mêlé d'incrédulité et de soulagement, se plaqua une main tremblante sur la bouche. Elle savait que son fils était innocent, mais le constater ainsi, devant le monde entier, lui donnait l'impression qu'un poids immense lui était enlevé des épaules. L'espace d'un instant, Ben s'autorisa une respiration. Il regarda la salle d'audience vaciller, tandis que les gens échangeaient des regards confus et une prise de conscience naissante. La vérité avait été révélée. Cela aurait dû être terminé, cela aurait dû suffire. Mais la main du juge Pendleton s'abattit sur son marteau, le son résonnant dans la salle, interrompant l'instant de triomphe. Il ordonna une suspension d'audience, mais le geste lui parut creux. Le mal était fait. La vidéo, preuve irréfutable, était désormais au grand jour. Impossible de l'ignorer. Le vent avait tourné. La vérité ne pouvait plus être enfouie sous des couches de corruption et de manipulation. Ben s'interdit de savourer l'instant. Il savait comment ces choses fonctionnaient. Il savait que la partie n'était pas terminée simplement parce qu'ils avaient la vérité de leur côté. Le système ne se contentait pas de plier devant les faits, il ripostait. Et dès que les portes du tribunal se refermèrent pour la suspension d'audience, le combat éclata. Le marshal fédéral apparut sans prévenir,
sa présence tranchant la tension comme un couteau. Le visage sombre, le pas posé, il se dirigea vers le banc du juge. Il tendit au juge Pendleton une enveloppe scellée, et sans un mot, le juge la déchira. Tandis qu'il lisait, l'atmosphère dans la salle changea à nouveau, cette fois plus pesante, plus sombre. La directive provenait du ministère de la Justice, un décret fédéral signé par des politiciens de haut rang, dont la sénatrice Greer demandait la suspension immédiate du procès, dans l'attente de ce qu'il décrivait comme un « examen de sécurité nationale des documents numériques non autorisés ». Ces mots sonnèrent comme une condamnation à mort, une tentative de faire taire le combat de Léonard et de tout balayer sous le tapis. C'était la dernière manœuvre d'un système cherchant désespérément à garder le contrôle, à s'assurer que la vérité ne soit jamais révélée au grand jour. Mais Léonard n'allait pas les laisser enterrer cette affaire. Pas maintenant. Pas après tout ce qui s'était passé. Alors que la salle d'audience sombrait dans le chaos, Léonard se leva. Il n'y eut ni discours théâtral, ni geste de colère. Il se leva simplement de sa chaise, le corps stable, la détermination inébranlable. Les huissiers tentèrent de le maîtriser, mais il ne fit pas de scène. Il n'éleva pas la voix. Au lieu de cela, il fit face au juge, calme et inébranlable. « On peut suspendre un procès, » dit-il, sa voix se détachant du brouhaha, « mais on ne peut pas suspendre un jugement. » Ces mots étaient simples, mais ils portaient le poids de tout ce qui les avait précédés. C'était une promesse, une déclaration de défiance contre tout ce qui lui avait été imposé. Il ne s'agissait plus seulement de Marcus. Il ne s'agissait plus seulement de l'affaire ou du procès. Il s'agissait du combat plus large pour la justice, du combat contre un système qui avait depuis longtemps oublié son devoir envers les citoyens qu'il était censé servir. Devant le palais de justice, la situation s'était envenimée. La foule avait atteint une taille incroyable, une marée humaine rassemblée en solidarité avec Léonard, et la cause qui dépassait désormais tout individu. Les pancartes brandies au-dessus de leur tête racontèrent l'histoire. Ils portent des costumes, ils portaient un uniforme. C'était une déclaration simple, mais qui avait profondément résonné. Les gens avaient revu la façon dont le système avait traité Léonard. Ils l'avaient vu tel qu'il était. Ils avaient revu le militaire qui avait combattu pour la nation se battre maintenant pour sa propre liberté, pour celle d'un garçon nommé Marcus, pour les innombrables autres oubliés par le système. Anciens combattants, enseignants, étudiants, et même des juges à la retraite se tenaient côte à côte dans la foule. Ils scandaient, criaient, agitaient des drapeaux. C'était désormais un mouvement, une force collective de personnes qui en avaient assez d'être ignorées. Le palais de justice, autrefois symbole de justice, était désormais le champ de bataille d'une lutte bien plus vaste. Les caméras tournaient, capturant chaque instant. Le monde entier regardait. L'affaire était passée d'un procès local à un spectacle national. Ce qui avait commencé comme un drame judiciaire était désormais une prise de conscience publique. Dans la salle d'audience, le juge ne savait pas comment procéder. La directive fédérale avait tout bouleversé, mais la pression publique était trop forte pour être ignorée. Les enjeux étaient trop importants. Les paroles de Léonard résonnèrent dans l'esprit du juge, et pour la première fois du procès, le juge Pendleton hésita. L'assurance familière avait disparu. À présent, le poids de la vérité pesait sur lui. Dehors, la foule continuait de grossir, leurs voix s'élevant à l'unisson. Léonard avait déclenché quelque chose. Le jugement était là, et il ne s'arrêterait pas. Le procès pouvait être suspendu, l'affaire suspendue, mais la dynamique avait irrémédiablement changé. La justice avait été rendue, et aucun pouvoir, aucune politique ne pouvait l'arrêter. Léonard resta ferme, le regard inflexible face à la caméra, les yeux brûlants de savoir que ce combat était loin d'être terminé. La bataille pour la justice ne faisait que commencer, et rien, malgré tous les efforts, ne pourrait la faire taire. 3 jours plus tard, la pression qui s'était accumulée à l'extérieur du tribunal a finalement contraint le ministère de la Justice à reculer. La directive visant à mettre fin au procès a été discrètement retirée. La couverture politique, autrefois si impénétrable,
a commencé à s'effondrer sous le poids de l'indignation publique. Le sénateur Graer, qui avait orchestré la suppression de l'affaire, faisait désormais l'objet d'une enquête fédérale en matière d'éthique. Cet homme politique, autrefois intouchable, s'est retrouvé confronté à des questions qu'il ne pouvait plus éluder. Son image, soigneusement élaborée de fonctionnaire, avait été mise à mal par ceux-là même qu'il avait tenté de réduire au silence. Léonard n'en avait pas fini, cependant. Il n'avait jamais lutté pour sa propre liberté, pas comme certains auraient pu l'imaginer. Son objectif avait toujours été plus grand que lui-même. Le jour même où Marcus quittait le tribunal, Léonard intentait une action au civil. Ce n'était pas pour lui, c'était pour Marcus, c'était pour tous ceux dont les voix avaient été étouffées, dont les vies avaient été changées à jamais par les mêmes forces corrompues. Cette action était un appel à la responsabilité, un moyen de s'assurer que les défaillances systémiques qui avaient presque détruit Marcus soient révélées au grand jour. Alors que la nouvelle enquête sur les fautes judiciaires à Richmond commençait à se dérouler, les répercussions des actes de Léonard se répercutèrent au cœur même du système judiciaire de la ville. Le juge Pendleton, qui avait présidé l'affaire avec un air d'indifférence, fut rapidement radié du barreau. L'homme qui avait laissé la corruption prospérer fut écarté, sa carrière démantelée par la vérité. Le procureur Royce Wheeler, qui avait manipulé le système pour servir ses propres intérêts, démissionna dans la honte. Sa démission n'était pas une humble retraite, mais un aveu de culpabilité, un aveu définitif que le pouvoir qu'il avait autrefois exercé l'avait corrompu au-delà de toute rédemption. L'enquête a révélé des preuves choquantes. Des courriels internes ont révélé une série inquiétante de cas où des personnalités politiques avaient fait pression sur le système judiciaire pour qu'il rende des verdicts précis, sapant la justice au profit de l'opportunisme politique. Le système avait été manipulé de l'intérieur et la vérité éclatait peu à peu. Mais Léonard ne se contentait pas de détruire ceux qui avaient fait du tort à Marcus. Sa mission n'avait jamais été une vengeance personnelle. Il avait compris depuis longtemps que le combat pour la justice ne se limitait pas à une seule affaire, à une seule bataille. Son objectif était de créer un effet d'entraînement, de faire en sorte que le palais de justice, symbole même de la justice, ne puisse plus ignorer les voix de ceux qui l'avaient trop longtemps réduit au silence. Le nom de Léonard devint un symbole de résistance, non seulement pour Marcus, mais pour tous ceux qui avaient été écrasés sous le poids d'un système défaillant. Il ne retourna plus au tribunal après cela, ni comme accusé, ni même comme témoin. Il retourna chez lui, à East Richmond, le quartier qui avait fait de lui l'homme qu'il était. Il reprit son programme de mentorat pour jeunes garçons, tout comme Marcus. C'étaient des jeunes qui n'avaient eu aucune chance dans un monde si prompt à les ignorer. Léonard avait toujours su que le combat pour la justice ne s'arrêtait pas à un verdict. Il commençait avec la génération suivante, avec les jeunes hommes qui hériteraient un jour du monde. Dans des années, lorsque l'histoire de Marcus Daniels et de la bataille judiciaire qui avait secoué la nation serait racontée, on ne s'en souviendrait pas pour le jour où un soldat a porté l'uniforme. On ne s'en souviendrait pas pour les hommes en costume ou les politiciens qui avaient tenté d'étouffer la vérité. On s'en souviendrait parce qu'un soldat, un homme qui avait passé sa vie au service des autres, avait refusé de quitter l'uniforme. Il l'avait porté non pas pour la gloire, ni pour les honneurs, mais parce qu'il savait que la justice était un combat qui exigeait plus que des mots. Il exigeait des actes. Il exigeait de rester ferme, même lorsque le système lui-même lui tournait le dos. La victoire de Léonard ne se limitait pas au tribunal. Elle se déroulait dans les rues d'East Richmond, là où le véritable combat pour la justice avait toujours été mené.